La recherche en forêt boréale est essentielle si nous voulons nous assurer d'avoir une forêt en santé et aussi de développer nos communautés sur une ressource naturelle. Définir les besoins de recherche avec les utilisateurs, c'est-à-dire ceux qui vivent de la forêt, est également essentiel si nous voulons assurer une gestion qui soit adéquate de la forêt et qui tient compte autant des matières ligneuses que des habitats et de leurs espèces. Au Fonds de recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous avons financé 26 projets de recherche et les chercheurs tentent actuellement d'identifier et de répondre à des questions qui sont considérées comme étant des enjeux économiques et sociaux pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les utilisateurs supportent également les projets de recherche en assurant le développement ou l'aménagement mécanisé selon les besoins des chercheurs. Ils hébergent également les étudiants-chercheurs dans les camps forestiers et parfois font le transport des équipements de recherche sur le terrain, soit par bateau et soit par avion. Le Dr Pascal Sirois de l'Université du Québec à Chicoutimi a réalisé une étude au cours des 3 dernières années sur l'impact des coupes forestières sur les lacs de la forêt boréale et nous présente aujourd'hui les résultats. Bonjour à tous. Monsieur Bergeron, Madame Dillard, tout le monde qui participe au forum aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être présent et de casser la glace ce matin avec notre projet de recherche sur l'impact des coupes forestières sur le recrutement des poissons dans les lacs de la forêt boréale. Donc, c'est un projet qu'on a mené en collaboration avec Pierre Bérubé de la Direction de la recherche sur la faune, maintenant au ministère des Ressources naturelles et de la faune, ainsi que Pierre Magnan, qui est titulaire de la chaire en écologie des eaux douces à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ainsi ont collaboré Régent Gagnon de l'UQAC et Paul Patry de BTB-Consol. Donc, c'est vraiment, comme vous voyez, un projet en partenariat université, gouvernement et industrie. Donc, le projet est présenté par moi et aussi Véronique Leclerc, qui est étudiante au doctorat dans le cadre du projet. Donc, on a été appuyé dans le cadre de ce projet-là, évidemment, par le fonds, les deux fonds dont il est question aujourd'hui, ainsi que le ministère des Ressources naturelles et de la faune et le consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale. Donc, la zone boréale, comme vous le savez bien, c'est une zone qui... Excusez, je vais trouver le pointeur. Okay. Donc, c'est une zone qui couvre une très grande superficie de la province au Québec. Donc, plus de 70% est couvert par la zone boréale. Et évidemment, elle fait l'objet d'une récolte de matières ligneuses qui supporte une des industries les plus importantes dans la province du Québec. Vous savez aussi que la forêt boréale, bien qu'il y ait du bois, il y a beaucoup d'autres choses que du bois. C'est aussi des centaines de milliers de lacs et de rivières qui font le bonheur de près d'1 million de pêcheurs sportifs. Il y a entre, disons, les derniers chiffres disent qu'il y a entre 800 000 et 900 000 Québécois là, qui s'adonnent à l'activité de la pêche sportive. Évidemment, une grande partie de ces plans d'eau-là qui sont utilisés sont concentrés dans cette zone boréale-là. Donc, nous savons évidemment que les coupes forestières, il y a déjà eu beaucoup de travaux qui ont documenté que les coupes forestières pourraient avoir un impact indirect sur les milieux aquatiques. Voyons un peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Beaucoup d'études ont documenté ce qu'on appelle les milieux lotiques, donc c'est-à-dire les milieux d'eau courante, les ruisseaux et les rivières, si vous voulez. Donc, il a été assez bien documenté que les débits de pointe et d'étiage allaient augmenter suite à une coupe forestière, que aussi, suite à une coupe forestière, il allait avoir une augmentation de la charge en sédiments dans les milieux aquatiques, qu'il allait avoir une augmentation de température, de carbone organique dissous, d'éléments nutritifs comme l'azote, le phosphore, et une diminution d'oxygène. C'est des choses qui ont été faites et répétées un peu partout dans le monde, sur la côte ouest américaine, canadienne, la côte est en Europe. C'est des choses assez bien documentées. Il y a même des modèles maintenant qui peuvent prédire certaines choses. Et les mesures, évidemment, d'atténuation de ça a été l'instauration de la bande riveraine. Cependant, ce qui est beaucoup moins connu, c'est l'impact en lac. Je vois beaucoup de gens ou d'utilisateurs de la forêt qui vont souvent prendre des conclusions qui ont été trouvées à partir de milieux d'eau courante et qui appliquent ce raisonnement-là directement dans les lacs, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, une augmentation de température dans les ruisseaux, ça serait peu probable là, que l'eau du lac, étant donné le volume impliqué, soit que la température augmente en fonction d'une coupe forestière. Cependant, il y a des travaux assez récents qui ont commencé à aborder la question en lac. Des travaux qui ont été réalisés dans le cadre du réseau de la gestion durable des forêts, dans l'Ouest canadien et au Québec aussi un peu, qui ont documenté qu'il y aurait une augmentation de carbone organique dissous, d'éléments nutritifs comme le phosphore, l'azote, et une augmentation de productivité primaire globale dans le lac.
Cependant, on verrait une diminution de la biomasse et de l'abondance de zooplancton. Ceci est un peu surprenant lorsqu'on comprend un peu la structure de l'écosystème aquatique. C'est des données qui seraient un peu contradictoires, c'est-à-dire si on nourrit la base de la pyramide alimentaire dans un lac par les éléments nutritifs, on devrait s'attendre à voir une augmentation à chacun des échelons. Donc, si on regarde un peu la structure d'une pyramide écologique dans un milieu aquatique en lac, donc si on prend nos éléments nutritifs ici à la base, qui sont essentiellement les éléments limitants là, dans les milieux d'eau douce, c'est le phosphore et l'azote, et principalement le phosphore. Donc, le phosphore est limitant. Lorsqu'il y en a plus, normalement, on observe une augmentation de la production primaire, donc des cellules phytoplanctoniques que nous appelons. Puis, ceux-ci vont évidemment être utilisés abondamment par les organismes, les producteurs secondaires, le zooplancton pélagique, entre autres, qui va s'en nourrir et en profiter. Puis ensuite, ce zooplancton-là, à ce moment-là, sert d'énergie au transfert vers les larves de poissons et les poissons planctivores qui, eux, font le bonheur des piscivores. Et enfin, il y a les derniers poissons au bout, là, en haut de la chaîne, qui sont les pêcheurs. Donc, comme vous pouvez voir, selon cette compréhension-là que nous avons depuis quand même plusieurs décennies des systèmes aquatiques, si on augmente notre base ici en éléments nutritifs sur une coupe forestière, on devrait s'attendre à ce que chacun des échelons s'élargisse en termes de productivité. Donc, on s'attend, évidemment, sur une coupe forestière, à un effet que l'on nomme bottom-up, donc qui part de la base et qui se fait ressentir vers le haut. Si on regarde du côté des poissons de façon un peu plus spécifique, je vais essayer de passer brièvement là-dessus, il y a la théorie du recrutement chez les poissons. Le recrutement chez les poissons, c'est un peu ce que vous appelez la régénération en forêt, c'est synonyme. C'est en fait l'installation des jeunes, ceux qui vont devenir adultes. Donc, le recrutement va vraiment s'établir lors de la première année de vie chez les poissons. C'est une période de très forte mortalité. Vous savez que les poissons pondent des œufs de façon très abondante. Il y a quelques survivants qui vont finir par aller se reproduire. Donc, qu'est-ce qui fait que ces individus-là survivent ou meurent? C'est vraiment par rapport aux conditions de vie durant leur première année de vie, ce qu'on va appeler les stades larvaires et juvéniles. Donc, si les conditions d'alimentation sont favorisées par une augmentation zooplanctonique, à ce moment-là, on devrait avoir une meilleure croissance et un meilleur recrutement. Inversement, si le compartiment de l'alimentation zooplanctonique ici est affecté négativement, à ce moment-là, on devrait avoir un impact important là, sur le recrutement des poissons. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on a proposé notre projet de recherche là, dont je vais vous présenter les résultats. Donc, notre objectif général était vraiment d'évaluer l'impact des coupes forestières sur le recrutement des populations de poissons des lacs de la forêt boréale. Plus spécifiquement, on s'intéresse à vérifier l'impact des coupes forestières sur l'abondance, la croissance et la survie des jeunes poissons dans les lacs de la forêt boréale. Donc, l'aspect original de notre travail était vraiment d'aller, premièrement, en lac. Comme je vous disais, les données sont fragmentaires, il y a peu de choses qu'on connaît sur ce qui se passe en lac. Puis, aussi, d'aller travailler sur les jeunes stades de vie des poissons, donc le stade de vie qui réagit immédiatement là, au changement dans les communautés de proie ou de productivité, si vous voulez, là, des maillons inférieurs là, dans la pyramide écologique aquatique. Enfin, on avait aussi un objectif de déterminer si les paramètres mesurés d'abondance, de croissance et de survie étaient corrélés à différentes caractéristiques morphométriques des lacs, physico-chimiques, ainsi qu'aux caractéristiques du bassin versant. Donc, je vais surtout vous présenter des résultats qui ont trait à l'impact des coupes forestières sur les différents paramètres de l'écologie des lacs. Ça, c'est une phase de travaux là, qui nous reste à faire à partir des banques de données accumulées. Donc, notre site d'étude, c'est l'aire commune 2503, c'est le territoire de coupe du camp Jean-Charles qui est exploité par Abitibi Consolidated. Donc, dans ce secteur-là, il y a un programme ou un projet de coupe par dispersion en mégablocs qui a été amorcé récemment. Donc, c'est dans ce secteur-là qu'on a établi notre étude. Donc, on a sélectionné des lacs qui correspondaient à certains critères. On cherchait des lacs de tête pour ne pas avoir l'influence des lacs en amont. Donc, l'influence de la coupe forestière était uniquement sur le pourtour du lac étudié. Puis aussi, on voulait des lacs assez d'une taille suffisante pour pouvoir amérir, principalement les lacs de référence, comme je vais vous présenter, qui n'ont aucune intervention, donc souvent peu d'accès.
Donc, on a eu besoin de transport aérien de temps en temps. Donc, notre approche était d'utiliser ce qu'on appelle un plan Byung-Bachi. C'est pas très compliqué. Donc, l'idée, c'est d'échantillonner des lacs avant et après coupe, en gardant aussi des lacs de référence sur lesquels on peut vérifier si les changements qu'on observe sont vraiment liés à la coupe forestière ou tout simplement c'est des changements naturels liés à l'environnement. Donc, nous avons en 2002 commencé notre étude au début du projet avec 4 lacs de référence et 4 lacs coupés sur lesquels il allait y avoir des coupes. Comme vous savez, la plupart d'entre vous, il y a eu les grands feux de 2002. Ça a changé considérablement les plans de coupe ainsi que notre accès, nous, au territoire pour aller échantillonner. Donc, il y a eu des changements en 2003. On a dû changer des lacs. On a sélectionné un nouveau lac pour les lacs de référence et 2 nouveaux lacs pour les lacs à couper. Donc, c'est vraiment notre année 2003 qui devient notre année avant coupe. Puis, notre année 2004 est devenue notre année après coupe. Normalement, on aurait eu 2 années après coupe, là, mais étant donné les circonstances, évidemment, on n'a pas pu continuer dans ce sens-là. Donc, c'est les lacs de traitement qu'on va appeler, qui ont subi les coupes forestières. Donc, ce sont les 4 lacs échantillonnés en 2004, là, sur lesquels on est supposé voir positivement ou négativement des effets. Donc, avant, en 2003, il faut comprendre que c'est tous des lacs de référence. Il n'y a aucune intervention sur le bassin versant de chacun de ces plans d'eau-là. Donc, comme échantillonnage, je vous parlais qu'on avait à se déplacer de temps à autre en transport aérien pour accéder principalement à nos lacs de référence. La plupart, ils n'ont même pas d'accès routier, il n'y a rien. Là. On est vraiment dans le milieu de la forêt. Là. Donc, on avait des embarcations portables. On échantillonnait l'eau à tous les niveaux. On pouvait utiliser, on avait une sonde pour prendre tous les éléments physico-chimiques. Ici, un filet pour récolter le zooplancton, donc un filet à contre-levier. Puis, nos poissons étaient récoltés à l'aide de filets maillants. Je vous rappelle qu'on s'intéresse au recrutement, donc aux jeunes stades. C'était des filets maillants adaptés pour attraper vraiment les jeunes stades. C'était des très, très fines mailles. Vous voyez ici un peu le type de capture qu'on pouvait faire. C'est vraiment des petits poissons. On n'allait pas attraper les monstres dans chacun des lacs. Donc, on ne peut pas nous accuser de vider les lacs là, à ce moment-là. Un outil qui nous est très utile chez les poissons, c'est l'otolite. Plusieurs, en regardant la structure, vont certainement faire référence à une coupe d'arbres. Donc, c'est un petit peu le même principe. L'otolite, c'est un os qui est situé dans l'oreille interne des poissons et qui nous permet de retracer la trajectoire de croissance, un peu comme on peut faire avec un arbre. Mais, contrairement à l'arbre, la résolution ici n'est pas en année, elle est en jours. Donc, le poisson, à chaque jour, forme son accroissement. Ça nous permet, surtout chez les jeunes poissons qui sont nés dans l'année, ça nous permet de reconstituer sa trajectoire de croissance à partir de sa date d'éclosion. On est capable d'estimer sa date d'éclosion et de reconstituer sa trajectoire de croissance. Donc, c'est à partir de cette structure-là qu'on a été chercher les données de croissance chez les poissons. Donc, premièrement, si on regarde les lacs à l'étude, je vais surtout attirer votre attention ici sur les 2 dernières colonnes. Ce sont les pourcentages de coupe du bassin versant sur chacun des plans d'eau qui ont été sélectionnés dans notre étude. Donc, comme vous pouvez voir, ici, on a nos 4 lacs de référence. Il n'y avait aucune coupe sur le bassin versant en 2003 et il n'y en avait aucune ou à peu près aucune non plus en 2004. Donc, c'est vraiment des lacs sur lesquels il n'y a pas d'intervention. Alors que pour nos lacs sur lesquels il y a des coupes, il y avait quelques interventions en 2003 qui sont généralement, c'est généralement les chemins là, qui ont été fabriqués un petit peu à l'avance. Puis après en 2004, vous voyez, les pourcentages varient de 27 à 50 là, en pourcentage de coupe. J'aimerais juste attirer votre attention, ceux qui veulent consulter le résumé, là, il y a des petites corrections, il y a eu des petites erreurs dans le résumé. Les vrais chiffres sont ici à l'écran. Donc, vous aurez accès à la présentation telle que Mme Larouche vous le disait. Donc, regardons un peu les différentes variables que nous avons mesurées en fonction des coupes forestières. Tous les graphiques qui vont suivre vont avoir le même format. Vous allez voir la variable en question sur l'axe des Y, nos temps d'échantillonnage sur l'axe des X, donc juillet et septembre 2003, juillet et septembre 2004, ce qui constitue la période avant coupe et après coupe, séparée ici par le pointillé. Puis vous avez la probabilité statistique que la coupe a eu un effet. Donc, si on regarde une variable physico-chimique, donc la température, tantôt je vous mentionnais qu'un effet qui est généralement bien connu, c'est qu'après une coupe, l'eau réchauffe. Vous voyez bien qu'en lac, ce n'est pas du tout le cas.
C'est complètement confondu. Il n'y a aucune différence entre les lacs de référence, qui sont en rouge, et les lacs sur lesquels il y a eu des coupes, donc en bleu. Pour ce qui est du pH, la différence est un petit peu plus marquée, mais on voit que ce n'est pas statistiquement différent. Puis, bien qu'il y ait une baisse de pH suite aux coupes dans les lacs de traité, il y a aussi une baisse de pH suite aux coupes dans les lacs de référence. Donc, la différence n'est pas là. Ce qui est important de comprendre, c'est ce qu'on regarde ici, ce n'est pas la différence pure et dure entre les lacs de référence et les lacs de traitement. C'est vraiment l'interaction dans le temps. Pour ceux qui se connaissent un peu là, avec les statistiques, c'est vraiment l'interaction entre le traitement et le temps qui nous permet de déclarer qu'il y a une différence là, liée, qui est due à la coupe. Donc, il n'y a pas de différence dans le pH, il n'y a pas de différence à la température suite aux coupes. Si on regarde les éléments nutritifs, nous avons calculé les principaux. Donc, le phosphore total, on voit que dans les lacs de référence, il y a eu une baisse en 2004 par rapport à 2003, puis il y a eu plutôt une hausse dans les lacs de traitement et la différence est statistiquement différente. Donc, les coupes forestières ont provoqué une augmentation du phosphore total dans les lacs à l'étude. Pour ce qui est de l'azote total, il semble y avoir une tendance à augmenter dans les lacs de traitement. Par contre, ceci n'est pas statistiquement différent, donc l'azote reste similaire. Regardons maintenant deux autres variables. Le carbone organique dissous. Le carbone organique dissous, c'est un indice de transparence de l'eau, si vous voulez. C'est la turbidité. Ça nous permet de voir une eau qui va être trouble, va avoir un haut taux une haute concentration de carbone organique dissous, alors qu'une eau très claire a un taux très bas. On voit que dans les lacs de référence, c'est très, très stable avant et après coupe, alors que dans les lacs où il y a eu un traitement, une augmentation significative du carbone organique dissous, donc il y a un apport qui est arrivé de matière dissoute dans l'eau. Cependant, lorsqu'on arrive du côté des variables biologiques, la chlorophylla, c'est donc un indice, si on veut, de biomasse de producteurs primaires. Donc, c'est un indice de biomasse de phytoplancton. Il n'y a aucune différence entre les lacs de traitement et les lacs de référence avant et après coupe. C'est un peu surprenant. On serait attendu, avec l'augmentation de phosphore, d'avoir une augmentation de chlorophylla aussi, mais on interprète que probablement que l'augmentation de carbone organique dissous a diminué la pénétration de la lumière dans nos lacs et le phosphore a probablement fait augmenter un petit peu la productivité primaire. Donc, ces deux facteurs-là qui sont antagonistes, finalement, font qu'on a une productivité primaire neutre dans notre lac. Donc, il n'y a pas de différence entre les traitements et nos lacs de référence. Du côté du zooplancton, on n'a pas de différence significative non plus en ce qui a trait à la biomasse et à la densité du zooplancton. Donc, la densité, c'est le nombre, l'abondance, si vous voulez, et la biomasse, donc, c'est le poids. Donc, on voit que c'est très variable, que ça change entre 2003 et 2004, mais les changements se suivent, qu'on soit dans les lacs de référence ou dans les lacs où il y a eu des traitements. Il y a une petite tendance ici qui semble se profiler. On dirait qu'il y a un peu plus d'organismes en juillet 2004 dans les lacs où il y a eu des coupes, mais ça ne ressort pas là, statistiquement. Donc, mais quand même, je vais vous montrer tout à l'heure des croissances de poissons. Je vais revenir sur ce point-là. Donc, rien de particulier. Donc, si je récapitule ce qu'on on a vu des effets sur la physico-chimie, donc sur la base, mais les effets ne semblent pas se faire ressentir plus haut dans le réseau trophique, donc dans la pyramide aquatique et écologique. Du côté de la fonte piscicole, c'est un point important. Le territoire que nous avons étudié, c'est sur le bassin de la rivière Mistassini. Donc, c'est les populations de poissons assez variées. On retrouvait comme grands prédateurs là, des dorés jaunes, des grands brochets et des lottes dans nos lacs. Un beintivore très efficace, le meunier noir. Des grands kérogones qui sont des planctivores efficaces aussi. La perche chaude et le menet de lac qui sont des poissons fourrages. La perche chaude qui se nourrit aussi de plancton. Là, et la perche chaude était vraiment le poisson le plus abondant que nous avons retrouvé. Donc, les prochains résultats que je vais vous montrer, portent sur essentiellement là, les jeunes perches chaudes qui ont été capturées abondamment entre les lacs. Donc, si on regarde les trajectoires de croissance mesurées à partir des otolithes chez les perches chaudes, on voit ici en Y, donc la longueur, excusez, il y a une petite erreur de tape ici, c'est la longueur totale donc, des perches chaudes sur leur développement de 0 à 42 jours.
On voit en bleu, encore une fois, les lacs sur lesquels il y a eu des coupes, et en rouge, c'est les lacs de référence. En 2003, je vous rappelle, il n'y a aucune coupe sur aucun lac, donc on devrait s'attendre à des coupes complètement confondues. Ils sont complètement confondus jusqu'à 35 jours. Ils semblent diverger un petit peu vers la fin, mais la différence n'est pas statistique, là, bien qu'elle soit sur la marge. Donc, on peut considérer que les trajectoires de croissance sont similaires en 2003, avant les coupes forestières. Suite aux coupes forestières, les lacs de référence ont une plus faible croissance au départ, bien que ça peut sembler subtil pour vous là, dans la salle, bien sûr, mais ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'on regarde encore une fois l'interaction. Donc, c'est la trajectoire de croissance, ce n'est pas la croissance absolue qui nous intéresse, c'est vraiment la trajectoire qui est importante dans ce cas-ci. Puis, c'est récupéré après environ un mois et demi, là, tout semble récupéré dans les lacs de référence. Donc, les lacs dans lesquels il y a eu des coupes, il semble y avoir eu certaines impulsions au départ, là, lors du stade larvaire, qui correspond peut-être, évidemment, à un potentiel plus grande abondance de zooplancton là, dans les lacs. Mais tout ceci est vraiment très hypothétique, mais on voit que, pour l'instant, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une différence significative. Il y a meilleure croissance au départ des perches chaudes dans les lacs dans lesquels il y a eu un traitement, donc des coupes forestières, mais cet avantage-là ne persiste pas. Après le stade larvaire, toutes les perches chaudes sont redevenues de la même taille. Selon la théorie du recrutement que je vous expliquais tout à l'heure, je vous disais qu'une meilleure croissance devrait amener une meilleure survie, un meilleur recrutement. Cependant, on ne l'observe pas. Si on regarde l'abondance des jeunes perches chaudes durant la même période, donc c'est un graphique sous le même format que tout à l'heure, donc on n'a aucune différence significative entre les lacs de référence pour lesquels il y a eu une chute drastique en 2004 et les chutes drastiques ont aussi eu lieu dans les lacs où il y a eu des coupes. Donc imaginez ici, juste pour faire un petit clin d'œil, on aurait pu imaginer que les coupes, en regardant uniquement nos lacs où il y a eu des coupes, que les coupes occasionnent une chute importante, mais on a vu que la chute a aussi eu lieu dans les lacs de référence, donc c'est vraiment environnemental, ce n'est pas lié à la coupe forestière. Donc il n'y a aucune différence sur la survie et l'abondance des jeunes perches chaudes, même si la croissance semble être un petit peu favorisée lors du stade larvaire. Donc si j'en conclus, les résultats de recherche montrent que les activités forestières augmentent la concentration de phosphore totale et celle de carbone organique dissous dans les lacs de la forêt boréale. Donc, c'est ce qu'on s'attendait et c'est ce qu'on a observé. Il n'y a pas, par contre, d'effet sur le phytoplancton et le zooplancton. Par contre, on observe une croissance larvaire des perches chaudes qui est favorisée là, suite aux activités forestières. Cependant, il y a très peu d'impact sur la survie et l'abondance des jeunes perches chaudes. Donc, puis tout ça, évidemment, ce sont nos premiers résultats à jour. Il faut comprendre que les résultats de recherche seront diffusés au cours de 2 prochaines années dans le cadre du doctorat de Mme Véronique Leclerc, qui a démarré le projet là, en 2002 dans le cadre d'une maîtrise, puis qui a passé au doctorat. Donc, elle devrait terminer en 2007. Donc, tous ces résultats-là vont être analysés plus en profondeur avec potentiellement aussi des nouvelles espèces qu'on va rentrer dans l'étude. Donc, c'est les résultats. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Le Fonds de la recherche forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean a investi jusqu'à 5 millions de dollars en recherche sur la forêt boréale. Le renouvellement de ce financement est essentiel si nous voulons continuer de faire de la recherche sur la forêt boréale.